Et tu me dis quand c'est bon pour l'enregistrement. Et puis voilà. Eh bien, Marianne, tous les feux sont ouverts. Alors, là, on va s'intéresser à la question de l'évaluation, parce qu'il nous a semblé... Ouais, attends, il marche ou pas? C'est bon, t'as lancé l'enregistrement? J'ai lancé l'enregistrement. Alors, il nous a semblé extrêmement important de consacrer ce temps sur l'évaluation dans cette université d'été, après toute une série d'ateliers là sur toutes les... Encore après toute une série d'ateliers, là ça va. Après toute une série d'ateliers sur les expériences et les propositions associatives pour des pistes d'action pour répondre aux enjeux écologiques, sociaux qui sont aujourd'hui devant nous, enfin même qu'on traverse aujourd'hui. En fait, derrière le terme d'évaluation, on entend tout et n'importe quoi. Il y a de multiples méthodes qui sont proposées pour le pire et pour le meilleur. Certaines nous semblent être des leviers de renforcement des associations, d'autres, à l'inverse, pourraient les étouffer. Parmi les méthodes qui nous paraissent intéressantes à aller regarder, par exemple, il y a cette méthode... cette obligation d'auto-évaluation réflexive qui nous vient de la Belgique, qui nous semble peut-être une proposition peut-être intéressante à aller regarder. Une autre possibilité peut-être de rendre compte autrement de ce que l'on fait, c'est la comptabilité CARE. On voulait la présenter lors de cette université d'été, mais le programme, comme vous l'avez vu, est déjà extrêmement chargé. Donc on l'a pas fait finalement. Mais on a porté un webinaire avec la COP des communs qui est visible en ligne sur cette comptabilité CARE. À l'inverse, on a été interpellé par un récent rapport gouvernemental sur l'évaluation des associations qui est sorti en avril dernier, qui est écrit entre autres par le cabinet de conseil KPMG, qui encourage la méthode d'évaluation par la mesure de l'impact social, qui nous paraît comme le cheval de Troie de la pensée néolibérale dans le monde associatif. Donc on va s'interroger sur cette question de l'évaluation, avec d'abord, je vais donner la parole à Marion Studer, qui est chercheuse en économie à l'Université de Lille. Ensuite, Thibaut Guyon, qui est chargé de recherche et de transfert à l'Institut Gaudin. Jeanne Bigot, qui est de la MRES. Et Jennifer Nels, de l'ASBL FESEFA. Alors, Marion Studer va nous parler, notamment, présentera son analyse de la mesure d'impact social via l'histoire de cette notion, et elle va interroger son impact sur la vision associative qu'elle imprime. Merci. Du coup, le micro est assez près pour qu'on m'entende bien. C'est bon ? Oui, merci Marianne. Merci au CAC de m'avoir conviée à cette table ronde, atelier. On peut appeler ça comme... Enfin, je sais pas, table ronde, on va appeler ça comme ça. Moi, je vais peut-être un peu planter le décor théorique de toutes les discussions qui vont suivre. Et je vous propose de m'interroger sur... de réfléchir ensemble sur les termes qui gravitent autour de l'évaluation des associations. Puisque, évaluer, c'est pas neutre, en fait, c'est attribuer de la valeur à un objet, forcément. Et on se rend compte qu'au fur et à mesure des termes qui ont jalonné cette évaluation des associations, il y a des différentes appréhensions de la valeur et différentes manières de se représenter la valeur des associations selon le terme qu'on utilise. Et tout l'objectif de ma présentation, c'est de vous convaincre que le passage de l'utilité sociale à l'impact social dans l'évaluation des associations, c'est pas neutre et que ça a une grande influence sur la manière d'appréhender les associations. Et donc, peut-être pour revenir sur les origines des deux termes, en fait, l'apparition de l'utilité sociale, de l'évaluation de l'utilité sociale, c'est au tournant des années 80, on va dire que c'est apparu, plutôt dans une logique de différenciation des associations et plus généralement de l'ESS, de différencier l'ESS du secteur privé lucratif.
L'idée, avec l'apparition de ce terme, c'était de dire qu'en fait, ces structures ne faisaient pas une concurrence déloyale avec le secteur privé lucratif. Et donc, pour montrer cela, il fallait montrer qu'elles produisaient différemment, qu'elles avaient une identité propre. Et donc voilà, que c'était leur manière de faire, leurs moyens mis en œuvre pour produire une activité qui les différenciait du secteur privé lucratif. Donc, à travers l'évaluation de l'utilité sociale, on a bien l'idée de se différencier, de montrer en quoi on fait différemment notre activité. Donc, on a un peu une logique finalement identitaire au travers de l'évaluation de l'utilité sociale. Donc ça, c'est dans les années 80. Et au fur et à mesure de l'avancement de différentes dynamiques, on voit apparaître dans l'ESS le terme impact social. Donc, c'est en bleu. Il devient très présent à partir des années 2000 et vraiment prééminent au tournant des années 2010. Et donc tout l'enjeu de cette présentation, c'est de revenir un peu sur les différentes dynamiques historiques et les grandes transformations socio-économiques qui sont à l'origine de la place prise par l'impact social, de la place prééminente prise par l'impact social aujourd'hui. Et qu'est-ce que cela dit de la manière d'appréhender la valeur des associations, cette place de l'impact social aujourd'hui dans le champ associatif et plus généralement dans l'ESS. Et peut-être, si on a le temps, mais je ne sais pas si on aura le temps, mais peut-être dans un second temps, je reviendrai sur un contexte actuel qui concourt aussi à la structuration d'un marché d'évaluation d'impact social et aussi à la consolidation de cette place prise par l'impact social. Et donc, pour revenir du coup sur les origines historiques, donc comment on peut expliquer finalement la place prééminente prise par l'impact social qui va se substituer à l'évaluation de l'utilité sociale? Eh bien, on peut finalement identifier trois grandes dynamiques, trois grandes explications à l'origine de cette substitution. Que j'ai repris ici. Donc, la première dynamique, c'est le contrôle de l'efficacité. La seconde, c'est le développement du financement au résultat. Et la troisième, c'est l'hybridation des objectifs économiques et sociaux. Concernant la première grande dynamique, la première grande facette finalement que recouvre l'évaluation d'impact social, qui est relative au contrôle de l'efficacité, on peut trouver les origines de ce contrôle de l'efficacité avec le développement du néolibéralisme dans les années 80, notamment incarné par l'élection de Ronald Reagan et de Margaret Thatcher aux États-Unis et au Royaume-Uni, puisque ce contrôle d'efficacité vient avant tout de ce pays anglo-saxon, même si finalement il a été diffusé ensuite dans le reste de l'Europe. Et donc, qu'est-ce que ça dit, ce tournant néolibéral? Il a deux conséquences, en fait. La première conséquence, qui est très présente en France, c'est le développement, dans les années 90, de ce que l'on va appeler le nouveau management public. C'est quoi le nouveau management public? C'est en fait le contrôle de plus en plus présent de l'efficacité de l'action publique. Comment on fait pour contrôler cette efficacité? On va de plus en plus demander à l'action publique et à ses délégataires ensuite, donc plutôt les acteurs associatifs, de rendre compte de leur activité, de montrer leurs résultats. Et pour rendre compte de ce résultat, on va développer l'évaluation d'impact social. Et donc, on voit vraiment apparaître dans l'action publique, dans les années 90, ce terme d'évaluation d'impact, pour d'abord évaluer les politiques publiques, et ensuite, ça va se diffuser dans le reste de l'action de l'ESS, plutôt dans les années 2000. La seconde conséquence du tournant néolibéral, c'est aussi un changement j'appelle ça de paradigme dans l'évaluation. Et il est notamment incarné par tout le développement de ce qu'on appelle les expérimentations par assignation aléatoire. C'est un terme un peu technique, mais simplement tout un champ évaluatif qui va être basé sur la causalité. Et en fait, la photo que vous voyez ici, c'est Esther Duflo. C'est une chercheuse française qui a eu le prix Nobel, qui a eu le prix en l'honneur d'Alfred Nobel il y a 2 ans de cela, qui développe toute une méthode d'évaluation basée sur la causalité. Et donc, ce changement de paradigme, il est important dans la manière d'appréhender l'action associative, puisqu'il s'agit vraiment d'isoler finalement les effets de chacune des associations. On essaye de retracer la causalité entre l'action d'une association et l'effet qu'elle produit en bout de chaîne. D'accord ? Donc on n'a plus l'effet systémique d'une action peut-être collective des associations, on essaye d'isoler l'action de chacune des associations. Et ça, c'est pas anodin sur la manière d'évaluer forcément l'action associative. Et ça a pour conséquence de laisser une place importante à l'impact social et aussi de privilégier une approche plutôt microéconomique en fait, de l'évaluation. Donc ça, c'est un peu la première grande dynamique qui concourt à la place prise par l'impact social aujourd'hui et ce qu'elle veut dire dans la manière d'évaluer les associations. La seconde grande dynamique, que je recoupe sous le terme de financement en résultat,
elle prend également deux formes distinctes. La première forme, c'est le développement de ce qu'on appelle le capitalisme financiarisé dans les années 80. Qu'est-ce que ça veut dire, le développement du capitalisme financiarisé? Ça veut dire qu'on a une extension, finalement, et une banalisation de la vision des acteurs du monde de la finance à l'ensemble des pans de la société, y compris à des pans de la société qui, jusqu'alors, y échappaient, notamment le secteur associatif. Et comment ça se traduit au sein du secteur associatif et plus généralement de l'ESS, cette extension de la vision du monde, des acteurs du monde de la finance, ça se traduit par le développement de ce qu'on appelle l'investissement à impact social. C'est quoi l'investissement à impact social? C'est un investissement qui va poursuivre deux objectifs distincts. Un objectif social, mais également un objectif économique, puisqu'on va attendre un retour financier sur investissement. Et donc, pour avoir cette double rentabilité, cette rentabilité économique et cette rentabilité sociale, l'évaluation de l'impact social va être centrale, puisque la rentabilité économique, elle se calcule par le taux d'intérêt, en fait, et la rentabilité sociale, elle se calcule par l'évaluation de l'impact social. Et donc, l'impact social occupe une place absolument centrale dans tout ce courant de financiarisation de l'ESS. La seconde grande dynamique relative au financement, c'est en fait la transformation des financements historiques, qu'on peut qualifier d'historiques de l'ESS, et notamment le glissement de la subvention à la commande publique. Alors cette dynamique, elle est plus récente, même si elle commence vraiment à prendre place dans le champ associatif dans les années 2000. Et en fait, elle se traduit par le développement des commandes publiques et donc le développement de tout un cahier des charges par l'action publique qui va remplacer progressivement la logique de subvention et qui se traduit en fait par une logique de financement au résultat. On attend un résultat et les associations vont répondre à des appels d'offres pour obtenir ce résultat et donc se substituer à la subvention où finalement on finançait plutôt les moyens mis en œuvre dans l'action associative. Et donc, pour rendre compte de ce résultat, il y a cette idée d'évaluer son impact social. La seconde grande transformation des financements historiques, ça va être l'augmentation du recours au financement privé, du coup, pour pallier en fait la raréfaction des financements publics. Et donc, ce recours au financement privé, il se traduit soit par le recours au financement par les usagers. Donc, on demande de plus en plus une participation des usagers pour financer l'activité, mais également le recours au financement par les fondations privées. Et pour ce second canal, on a une grande détermination de l'octroi des fonds par la réalisation d'une évaluation d'impact social. En fait, l'ensemble des fondations vont demander, en fait, pour octroyer leurs fonds, vont demander aux associations et autres structures d'évaluer, de rendre compte de leurs résultats pour fournir leurs fonds. Et donc ces deux grandes dynamiques vont de fait augmenter une logique de concurrence au sein du secteur associatif, puisque déjà, pour obtenir une commande publique, on va être mis en concurrence avec d'autres acteurs et donc devoir se différencier, par exemple, par l'évaluation de son impact, mais également pour obtenir des fonds auprès des fondations privées, c'est la même logique. On est mis en concurrence et on doit montrer qu'on va, pour des moyens mis en œuvre moindres, produire plus d'impact social afin d'obtenir les financements. Donc on a vraiment ce renforcement de la logique concurrentielle au travers de l'évaluation d'impact social dans le cadre du financement au résultat. Donc ça, c'est la seconde grande dynamique qui un peu imprègne cette notion d'impact social. Et la troisième grande dynamique, elle est plus récente, on peut la situer plutôt autour des années 2010. Elle est relative au développement un peu tout un modèle économique qui s'appelle l'entrepreneuriat social et qui a pour ambition d'hybrider finalement les objectifs économiques et sociaux. Donc alors, il y a différentes déclinaisons de l'entrepreneuriat social. Soit quand on est dans le monde anglo-saxon ou quand on est en Europe continentale, il y a des déclinaisons différentes, mais bon, le principe est quand même fondamentalement le même s'il y a des déclinaisons, mais le principe fondamental, c'est de poursuivre un objectif économique tout en essayant d'avoir une finalité sociale et essayer d'avoir une viabilité économique en ayant un impact social. Donc on a vraiment cette double logique économique et sociale. Et donc ça se traduit comment, en fait, cette conciliation de la viabilité économique et la poursuite d'une finalité sociale? Ça se traduit par l'importation de tout un tas d'outils et de logiques organisationnelles qui sont issus du secteur privé lucratif. Et parmi ces outils, on a notamment les tableaux de bord dans lesquels on va retrouver des indicateurs d'impact pour piloter l'activité, en fait.
Donc ça, c'est un peu les trois les dynamiques qui concourent finalement à la place prise par l'impact social aujourd'hui. Et finalement, ça imprègne un peu cette évaluation d'impact social de ces trois dimensions, donc de contrôle de l'efficacité, donc de reddition de comptes, de démonstration de son résultat, et également d'hybridation finalement des objectifs économiques et sociaux. Il me reste combien de temps? Je sais pas. À peine 10 minutes. Bon. Donc ça, c'est un peu la logique. Ok. Bon, alors du coup, ça, c'est un peu la dynamique globale historique. Et donc ça, toute cette dynamique historique va être renforcée aujourd'hui par ce que je vais appeler un écosystème à impact, donc un ensemble d'acteurs qui vont également renforcer cette place prise par l'impact social. Je vais revenir après sur la composition de cet écosystème à impact, mais en gros, cet écosystème à impact, aujourd'hui, très actif à partir des années 2010, cet écosystème à impact va favoriser la diffusion finalement de cette définition de l'impact social avec ces trois composantes que j'ai citées précédemment, et également va favoriser la structuration d'un marché de l'évaluation d'impact social. Et du coup, si on revient sur la composition de cet écosystème à impact qui s'est développé dans les années 2010, on se rend compte qu'on retrouve en fait 4 grandes figures dans cet écosystème à impact. Vous avez certainement dû croiser certains de ces acteurs dans votre quotidien. En fait, on retrouve la figure de l'universitaire, qui est souvent incarné par l'ESSEC Business School, qui est très actif sur le sujet de l'évaluation d'impact social. Également la figure du consultant, la figure du manager et la figure de l'agence d'ingénierie. Et donc, quand je parle de manager, je parle surtout des entrepreneurs sociaux, mais également d'anciens dirigeants de grandes entreprises qui vont venir progressivement prendre la tête des grandes associations ou des grandes structures de l'ESS. Et enfin, donc la dernière figure qui est celle de l'agence d'ingénierie. Là, je pense notamment à des think tanks comme l'Avise, la Fonda, ou des acteurs comme ça qui travaillent sur l'évaluation d'impact social. Et donc, ces quatre figures de cet écosystème à impact, ils vont échanger entre eux, entretenir des interrelations entre eux, c'est-à-dire qu'on peut avoir des universitaires qui par moment vont devenir consultants, on peut avoir des managers qui au bout d'un certain temps vont devenir consultants également, au bout d'une certaine expérience, on peut également avoir des agences d'ingénierie qui vont réaliser des formations, voilà. On a vraiment des mouvements entre ces quatre figures de l'écosystème, et finalement cet écosystème à impact va concourir à la production d'un ensemble de connaissances sur l'impact social, qui, en bout de chaîne, va favoriser la structuration d'un marché de l'évaluation. Et en fait, donc, ils vont produire ce que j'appelle des équipements du marché. Donc, je vais revenir en fait, donc, sur cet ensemble de connaissances qui permet la structuration de ce marché. Et parmi ces équipements, il y a notamment l'organisation d'un très grand nombre de journées d'études, notamment sur Paris, mais de plus en plus en province, qui a pour but, en fait, ces journées d'études ont pour but finalement de créer une culture de l'évaluation au sein des associations, en diffusant une définition de l'évaluation d'impact social qui reprend les 3 fondamentaux que je vous ai présentés précédemment, et voilà, avec l'idée de diffuser cette culture au sein du champ associatif. Ça va également prendre la forme, donc ces actions de la réalisation de formations, notamment par l'ESSEC Business School, mais pas que, même s'ils sont très actifs sur le sujet, mais il n'y a pas que eux qui vont produire de la connaissance des formations. Il y a aussi des cabinets de conseil qui vont octroyer des formations, notamment la KPMG Academy qui vous propose de vous former à l'évaluation d'impact social, ou d'autres cabinets de conseil comme Kimso ou autres. Et cet écosystème impact va également produire des référentiels d'indicateurs, donc va outiller finalement pour évaluer l'impact social. Parmi les référentiels, mais vous les connaissez peut-être, donc il y a la base IRIS, il y a aussi la base MESIS, ou encore les indicateurs comme Valores, qui a été lancé ici, qui est expérimenté ici dans la région de France depuis peu, ou encore plus récemment la création de l'Impact Score. Ils vont également créer des méthodes pour évaluer, avec la plus connue qui est la théorie du changement, mais je vais peut-être pas approfondir, mais en gros voilà des méthodes pour évaluer l'impact social, et également qui vont être à l'origine de la production d'une très vaste littérature sur le sujet. Pour vous illustrer cette littérature sur le sujet, je vous présente ce graphique en fait, qui reprend en fait, les publications sur l'évaluation d'impact social. Donc c'est une revue de la littérature donc de l'ensemble des travaux qui portent sur l'évaluation d'impact social réalisés depuis 1969. Et on voit bien qu'à partir des années 2006, à partir de 2002, mais voilà, ça décroche vraiment à partir de 2006, on voit vraiment qu'on a une explosion des publications sur l'évaluation d'impact social.
Et donc toutes ces publications sont produites par les acteurs de cet écosystème impact et vont participer de la création d'une définition un peu univoque de l'impact social, basée sur les 3 fondamentaux que je vous ai présentés avant, à savoir la logique d'efficacité, la logique d'évaluation du résultat et d'hybridation des ressources. Et donc pour finir, l'ensemble de ces équipements finalement produits par cet écosystème à impact à partir des années 2010 va favoriser et rendre possible la structuration d'un marché de l'évaluation d'impact social. Et donc pour conclure, donc voilà, l'idée de ma présentation, c'était un peu de vous expliquer que voilà, il y a eu plusieurs termes qui ont gravité autour de l'évaluation de l'ESS et que ces glissements, finalement, lexicaux, ils ne sont pas neutres parce qu'ils renvoient à un ensemble de fondamentaux, j'ai envie de dire épistémologiques, mais aussi voilà, de fondamentaux politiques, en fait, de différentes manières d'appréhender la valeur des associations. Et donc ce glissement vers l'impact social et la place prise par l'impact social aujourd'hui dans l'évaluation, c'est un peu le reflet de l'accroissement d'une porosité des frontières entre les associations, le secteur privé lucratif et le secteur public. Et voilà, je voulais aussi, un peu d'un point de vue militant, rappeler que l'acte d'évaluer n'est pas neutre, hein, donc c'est chargé d'un ensemble de représentations. Et forcément, la manière d'évaluer va orienter la manière d'appréhender un objet, mais également de le réguler, puisque forcément, si on évalue l'impact social selon les critères que je vous ai présentés, ou si on évalue l'utilité sociale, on ne va pas rendre compte, on ne va pas réguler de la même manière les associations. Et enfin, voilà, concernant l'association, la succession des notions d'utilité sociale et d'impact social, ça rend compte d'un glissement dans l'appréhension du champ, forcément, puisqu'on glisse vers... on part d'une idée de différencier les activités des associations de celles du privé lucratif avec l'utilité sociale, et on glisse vers l'idée d'épouser finalement par l'impact social les contours organisationnels du secteur privé lucratif afin de maximiser les effets des activités associatives. Voilà, je vous remercie. Merci Marion. C'était, ça marche ou pas? Je sais pas. Merci Marion, c'est vraiment riche d'avoir tout cet éclairage historique qui nous permet vraiment de replacer les choses dans un contexte qui semble là extrêmement clair, il me semble. Et maintenant, on va demander à Thibaut Guyon de nous présenter le travail que l'Institut Gaudin a mené avec le mouvement des régies de quartier pour essayer justement de répondre à cette injonction d'évaluation, mais en le dégageant de cette notion de mesure d'impact social, si c'est possible de le faire. Enfin, je ne sais pas, on va voir. Voilà, je te passe la parole. Oui, merci beaucoup. Et merci pour cette invitation. Je règle rapidement la présentation. Ah oui, Est-ce que je reste comme ça, du coup? Par contre, vous voyez comme moi, c'est pas très intéressant. Ouais. C'est pas celui-là. C'est pas celui-là non plus. Je suis navré, vraiment. C'est bon. Super. Alors, cette présentation, on devait la faire à 2 voix avec Nicole Picard, qui est la présidente du CNLRQ, donc le réseau des régies de quartier et de territoire. Malheureusement, elle ne sera pas présente pour cause de Covid. Donc voilà, je vais vous présenter, ma présentation grosso modo va être en 3 temps. Je vais vous présenter rapidement l'Institut Gaudin, d'où je parle en fait, qui est l'Institut Gaudin et pourquoi on parle d'évaluation et pourquoi on a été amené à travailler sur l'évaluation. Qu'est-ce qui a fait qu'on a été amené à travailler avec les régies de quartier? Et enfin, l'outil en lui-même, donc l'outil que l'on a produit, qu'on vient de finir là, début 2022 et qu'on va commencer à... qu'on va diffuser au sein du réseau, et je l'espère qu'il sera accessible normalement, je pense qu'il devrait être relativement accessible par la suite. Voilà. Alors l'Institut Gaudin,
Très rapidement, donc c'est une association qui est basée sur Amiens, qui a été créée en 2007-2008. Une association qui avait pour projet de créer un pont, un lien entre le monde de la recherche universitaire et le monde des acteurs de terrain, plutôt dans le domaine de l'économie sociale et solidaire. Donc très concrètement, l'Institut Gaudin, c'est principalement des docteurs ou doctorants en économie, en sociaux, en sciences politiques, qui font leur thèse en CIFRE au sein de l'Institut et qui travaillent ensemble ensuite sur certaines thématiques et qui vont produire des outils, des dossiers, des études ou même des présentations à destination des acteurs de terrain en fonction de collaborations diverses et variées, aussi bien avec des collectivités qu'avec des associations. Alors, qu'est-ce qui nous a amené à travailler sur l'évaluation ? On a travaillé sur l'innovation sociale à l'orée des années 2010. On a écrit un petit bouquin sur l'innovation sociale en 2012. Et à la fin de ce bouquin, on a fait une annexe sur comment évaluer l'innovation sociale. Un peu naïvement, voilà, on a proposé une annexe. On savait pas forcément encore dans quoi on mettait le doigt, proposant voilà, de manière assez théorique, pour très concrète, enfin très sincèrement, un peu théorique sur comment on pouvait envisager une évaluation de l'innovation sociale. Voilà, donc on avait travaillé sur l'innovation sociale et les principaux partenaires membres de la gouvernance de l'Institut nous disaient, après l'innovation sociale, ce qui serait intéressant, un petit peu la grande notion qu'on pressent, là, et Marion l'a bien montré justement au début des années 2010, la notion qui prend vraiment de l'ampleur, c'est l'impact social. Il faudrait que vous travailliez un petit peu sur cette notion et que vous proposiez des trucs, voire des outils, pourquoi pas une méthodologie d'évaluation de l'impact social. Voilà, vaillamment, on se lance sur l'impact social. Et alors, ça a été une thématique assez difficile. On a eu beaucoup de mal justement à saisir un peu l'impact social comme objet. Et d'ailleurs, pour les raisons qui ont été en partie exposées par Marion, mais c'est-à-dire que c'est un objet qui est vraiment difficilement appréhendable, surtout à cette époque où voilà, il y avait beaucoup de littérature, mais beaucoup de rapports qui se citent les uns par rapport aux autres, où c'est très dur de faire une généalogie, de voir un petit peu quelles sont les sources premières en matière de concepts, et en plus voilà, qui renvoient toujours à des choses, des théories de changement, etc., qui sont finalement assez peu étayées, assez peu construites. Donc on se retrouvait avec voilà, un vocable abondamment utilisé dans toute une sorte de rapport, toute une large littérature grise, et en même temps quelque chose d'assez évanescent qu'on avait du mal à appréhender, qu'on a fini par appréhender d'ailleurs à travers la notion de mythe, pour l'anecdote, à travers la notion de mythe de Paul Venn, cette espèce de mythe voilà, que tout le monde connaît, que les gens, certains se font les passeurs, mais on ne retrouve jamais finalement les auteurs un petit peu les auteurs du mythe. C'est quelque chose voilà, qui se répand un peu, les gens se citent les uns les autres, etc., etc. Donc on se retrouve face à cette notion qu'on qualifiait à l'époque de mythe, et on se retrouve avec quelque chose qui, d'un point de vue de l'évaluation, est finalement extrêmement critiquable, parce que Marion l'a dit, ça retire toute une partie de sa légitimité sur le succès d'Esther Duflo et de son laboratoire, le JPAL, autour des expérimentations aléatoires, mais c'est quelque chose qui, on peut en discuter en soi sur les projets qu'ils ont cherché à évaluer, mais dès lors que c'est appliqué voilà, aux associations, enfin concrètement à des projets associatifs, on voit que ça ne tient absolument pas la route. Ça a une prétention à la scientificité qui est absolument fallacieuse pour le coup, enfin très largement fallacieuse. Donc on se retrouve finalement à vouloir démarrer en démarrant avec cette idée de construire une méthode, on se retrouve finalement en fait à critiquer l'impact social et à intervenir un petit peu pour essayer d'avoir un petit peu un contre-discours sur le sujet. Et du coup, on se refuse finalement presque à faire de méthode ou à construire quelque chose en la matière. On se contente de faire des présentations, etc. Avec régulièrement des acteurs qui nous demandent est-ce que vous pouvez faire l'évaluation de notre impact, parce qu'on parle de l'impact, donc les gens retiennent parfois qu'on parle de ça, mais voilà, on est demandé en tant qu'évaluateur, donc nous on se refuse à ça, surtout que ce n'est pas notre métier de base évaluateur. Et on se contente pendant très longtemps de faire ça. Et finalement arrive c'est 2019. Il y a une demande du CNLRQ donc, qui vient nous voir et qui justement nous dit qu'ils aimeraient créer un outil d'évaluation des régies de quartier. Alors, au début, bon voilà, on est un peu méfiant, on discute entre nous et il y a des premiers rendez-vous qui se font et finalement on se dit il y a quelque chose à faire après tout. Et encore une fois, là, je donne vraiment le point de vue situé de l'Institut Gaudin avec cette idée de se dire bon, ce serait quand même bien qu'on finisse par proposer quelque chose. Et bon, c'est bien beau de critiquer l'impact social, mais c'est quand même... ce serait intéressant de développer quelque chose dans la matière. Et donc, finalement, on se lance avec le CNLRQ
par rapport à une première demande, donc qui est de créer finalement une espèce de méthode d'évaluation qui serait saisissable et appropriable par l'ensemble des régies, donc le réseau des régies qui est quand même très important. Je n'ai pas le nombre exact, mais il y a plus d'une centaine de structures sur toute la France. Donc voilà, avec cette difficulté toujours d'avoir un outil qui est suffisamment générique pour s'appliquer à tout le monde et suffisamment précis pour quand même avoir un intérêt et pas être une sorte d'outil un peu banal et finalement qui n'a pas une identité ou une spécificité très propre. Et toujours aussi dans une tension qui est toujours un peu la tension propre, je pense, au milieu associatif en matière d'évaluation, c'est-à-dire cette idée de pouvoir être force de proposition, d'avoir quelque chose, d'évaluer, voilà, de ne pas se faire contraindre, de ne pas d'avoir une méthode d'évaluation qui tombe un peu du haut, et notamment ce qu'on voit bien à travers l'idée de l'impact social, de ne pas avoir quelque chose qui vous tombe du haut, une contrainte en termes de contrôle et d'évaluation qui viennent notamment des pouvoirs publics, et en même temps de pouvoir montrer un petit peu toute la richesse que produisent les associations, et en l'occurrence les régies, et pas justement de rester cloisonné finalement à quelques chiffres ou indicateurs qui sont finalement très appauvrissants lorsqu'il s'agit de rendre compte de ce qui est concrètement produit par des associations. Et là, en l'occurrence, les régies de quartier, donc, qui sont dans le domaine de l'IAE, c'est comment concrètement on sort du retour à l'emploi. Par rapport au dialogue avec leur autorité tutélaire et leurs financeurs. Donc voilà, on commence à. Donc c'est là-dessus que démarre un peu l'idée de construire une méthode d'évaluation, donc fin 2019. Et donc, en grosso modo, c'est un processus qui prendra finalement 2 ans, parce parfois on a pris notre temps aussi, mais c'est un processus qui a pris 2 ans et qu'on a co-construit vraiment avec les régies à travers plusieurs étapes. D'abord vraiment, et donc pour être très concrètement, avec un groupe d'une vingtaine de régies qu'on a mobilisé tout au long de l'année 2021 et en partie 2022, avec d'abord 2 grands enjeux pour nous qui étaient de bien comprendre quels étaient les enjeux de l'évaluation pour les régies pris une à une. C'est-à-dire concrètement sur leur territoire, dans leur configuration territoriale par rapport à leurs interlocuteurs, comment se pose l'évaluation, qu'est-ce que c'est l'évaluation pour elles, qu'est-ce qu'elles mettent derrière, à quoi ça peut leur servir, etc. etc. Donc premier enjeu et premier travail, c'était vraiment de quels sont les enjeux de l'évaluation très concrètement. Parce que c'est vrai que c'est aussi un biais parfois un petit peu en matière d'impact social, c'est-à-dire que c'est quelque chose de très présent, où on a l'impression, ce qui est vrai dans certains secteurs et par rapport à certains appels à projets, etc., il y a une grosse injonction, ou en tout cas une grosse pression à l'évaluation, mais en tout cas, en l'occurrence pour les régions, on s'est rendu compte que pris une à une, dans leur milieu, dans leur champ, c'est pas quelque chose qui est finalement très prégnant pour elles, il n'y a pas une injonction à l'évaluation. Pour les régies qu'on a interrogées, c'est-à-dire que c'est pas ça qui se passe pour elles sur leur territoire. Au contraire, c'est presque, je vais être caricatural, un peu schématique à dessein, mais c'est pas tant nos financeurs nous demandent d'évaluer très précisément notre impact, mais c'est ouais, mais comment on fait en sorte que nos interlocuteurs vont vraiment lire nos rapports d'activité, c'est-à-dire même ce qui est déjà donné en termes de réédition, en termes de rendre compte, déjà comment ils en prennent connaissance, et ils ne se contentent pas de 2-3 indicateurs comme ça. Donc ça a été le premier point, et on s'est rendu compte qu'il y avait finalement une diversité d'enjeux et que l'évaluation, ça recouvrait une diversité d'enjeux ici pour elle, selon différentes temporalités et à différents niveaux. Ça, c'était le premier point. Le deuxième grand enjeu sur lequel on a travaillé avec elle, c'est finalement, et c'est la définition qu'a donnée Marion au préalable, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elle souhaite valoriser à travers cet outil. Concrètement, qu'est-ce qu'on valorise en fait? Qu'est-ce qui a de la valeur? Et qu'est-ce qui fait le commun, finalement, des régies de quartier ici? Et qui fait que cet outil, ce sera l'outil des régies de quartier. Et c'est ce que souhaitent valoriser les régies de quartier. C'est ce que promeut, finalement, le modèle, le projet politique des régies de quartier de territoire. Et donc voilà, qu'est-ce qu'elles promeuvent et à travers quel type de pratiques, concrètement, elles s'incarnent? Comment ça s'incarne dans les projets de chaque régie, encore une fois, dans leur singularité. Pardon. Donc voilà, on a d'abord cherché à répondre à ces 2 enjeux, et ensuite il a fallu travailler sur l'outil concret. Et du coup, ici, on a pris un peu le contre-pied de ce qui se fait habituellement, c'est-à-dire de finalement, en gros, la plupart du temps, dans les guides d'évaluation, la principale proposition, c'est les indicateurs. Ici, on s'est dit, ça ne va pas être les indicateurs, notre proposition, c'est pas ça qu'on va mettre au centre de l'outil, voilà, ça ne va pas être ça le cœur de notre proposition. Le cœur de notre proposition, ça va être le référentiel d'évaluation, justement. C'est qu'est-ce qu'on cherche à valoriser et comment on construit ce référentiel d'évaluation.
Et alors, ce référentiel d'évaluation, je vais vous passer la slide pour vous montrer. Donc, d'abord, on a cherché à visualiser un petit peu, à donner à voir les différents enjeux de l'évaluation tels qu'ils pouvaient se donner à voir pour les régies. Et ensuite, donc, on a construit le référentiel avec, selon la logique que je vais vous expliquer. D'abord, avoir 2 échelles d'analyse. Une échelle à un niveau projet, vous voyez, c'est le premier cercle en bas à gauche, et une échelle au niveau de la régie dans son ensemble, parce qu'on s'est rendu compte que finalement, pour certaines régies, il n'y avait pas forcément... Le premier enjeu n'était pas nécessairement de chercher à rendre compte de tout ce qui se fait au sein de la régie, mais il peut être plus pertinent par rapport à leur contexte, ou même d'un point de vue pédagogique, pour démarrer un peu un processus d'évaluation, de s'arrêter à un projet spécifique qu'elles mettent en œuvre. Donc, d'où l'idée d'avoir ces 2 échelles. Et ensuite, le référentiel d'évaluation, on l'a construit avec ce qu'on appelle des marqueurs. Qu'est-ce que c'est qu'un marqueur? C'est une échelle de grandeur qualitative qui va bon, alors c'est 0 à 3, mais depuis on a changé, pour être plus positif, on a mis de A à 4. Avec cette idée que justement, c'est une échelle de grandeur qualitative sur laquelle la régie va se positionner en fonction des pratiques qu'elle met en œuvre. Et donc, sur chaque échelle, vous avez une dizaine de marqueurs, grosso modo, qui permettent de qualifier soit l'ensemble du processus, l'ensemble d'un projet porté par la régie à travers 4 grandes dimensions, son contexte, son processus, les résultats auxquels elle aboutit et la diffusion, ou en tout cas le changement que va permettre le projet porté par la régie, ou sur la régie dans son ensemble, de chercher à qualifier un petit peu les 3 grandes fonctions que porte une régie de quartier, c'est-à-dire sa fonction socio-économique, sa fonction sociopolitique et sa fonction territoriale. Et donc on cherche à qualifier ces 2 grandes échelles et ces différentes, que ce soit ces dimensions ou ces fonctions, on les qualifie avec des marqueurs, donc des échelles de grandeur qualitative, où la régie va chercher à se positionner par rapport aux pratiques qu'elle met en œuvre. Et du coup, le marqueur, comment on le construit? Concrètement, un marqueur, l'idée, c'est qu'il soit renseignable à partir de pratiques effectivement mises en œuvre et qu'il soit construit selon un principe de poupée-gigogne, c'est-à-dire que le niveau 2 va inclure le niveau 1, etc. Et du coup, voilà, l'idée vraiment, c'est de partir de ce référentiel et du coup d'avoir quelque chose qui ressemble pas forcément même de prime abord à l'évaluation au sens classique du terme, où on va chercher à... On n'est vraiment pas du tout ici dans l'idée de mesure ou dans l'idée de pouvoir quantifier à travers certains items ou certains indicateurs, mais vraiment de pouvoir se situer par rapport à un référentiel de valeur et de se questionner pour savoir où on se situe. Et c'est là que entre en compte un petit peu la démarche évaluative et un petit peu le processus évaluatif, jusqu'à potentiellement chercher à renseigner et à récolter, pourquoi pas, des données. Mais c'est quelque chose qui vient dans un second temps, finalement. On a un marqueur, on a un ensemble de questions qui va être associé à chaque marqueur pour chercher à le renseigner. On répond à ces questions, et ensuite on se place sur cette échelle de grandeur. Et du coup, à la fois au moment où on va chercher à répondre à ces questions et au moment où on va se situer, peut arriver finalement d'autres questions, c'est-à-dire, mais au fond... il nous manque des éléments pour répondre à certaines questions, ou on pourrait creuser un peu plus pour être plus fin pour répondre à certaines questions, ou au contraire, pour se positionner là, est-ce qu'on est on est vraiment à 1, on est vraiment à 2, qu'est-ce qui nous permet de dire qu'on est à 1 ou à 2? Finalement, c'est dans cette conversation, dans cette délibération, parfois dans cette controverse, qu'on va creuser, finalement, chercher à se questionner et chercher à qualifier de plus en plus finement justement le positionnement par rapport aux marqueurs. Et c'est là que peut intervenir finalement une démarche d'évaluation un peu plus classique, entre guillemets, où on va chercher à récolter de l'information, à pourquoi pas récolter des données, ça va être l'occasion, pourquoi pas, du coup ici on a besoin d'aller questionner telle partie prenante, on a besoin de questionner nos bénévoles, on a besoin de questionner certains habitants, etc. etc. Et c'est ici, dans un processus dynamique finalement, qu'on va chercher à creuser et qu'on va pouvoir mettre en œuvre des outils classiques d'évaluation, type questionnaire, type entretien, récolter des données, etc. etc. Donc voilà, pourquoi on a construit aussi de cette manière-là, c'était aussi l'idée vraiment que ce soit un outil qui soit facilement appropriable et qui puisse finalement avoir un faible coût d'entrée. Notamment, on s'est rendu compte avec beaucoup de régies que le premier enjeu, presque, c'est un enjeu pédagogique par rapport à des nouveaux administrateurs, par rapport à certains bénévoles, par rapport à l'équipe salariée. C'est comment, à un moment, on prend un temps et on se repose des questions sur la régie, ou même, d'ailleurs, on cherche à comprendre
c'est quoi une régie et qu'est-ce qu'on fait concrètement et comment on se questionne et comment on crée aussi une espèce de, comment dire, un savoir commun sur ces questions. Et voilà, donc c'est vraiment que ce soit facilement accessible, qu'il y ait presque une possibilité d'avoir un outil quasiment pédagogique ou en tout cas de sensibilisation à ce que c'est qu'une régie et qui puisse, en fonction du temps, en fonction de la dynamique qui se crée, aboutir à un processus d'évaluation cohérent et classé, enfin, au sens fort du thème, potentiellement, mais pas nécessairement. Voilà un petit peu la démarche et l'outil qu'on a créé, donc qu'on lance officiellement à la rentrée, en septembre, en espérant qu'il ait une belle et longue vie au sein du réseau. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Thibaut. Alors on est à l'AMRES et à l'AMRES justement ils sont dans une démarche aussi de recherche d'une méthode d'évaluation qui corresponde qui essaye de rendre compte de ce qui compte vraiment à l'AMRES. Donc on va demander à Jeanne Bigot de nous parler de leur travail. Merci. On m'entend là ? 1, 2 ? Ouais, c'est bon. J'attends le câble et j'arrive. On switch. Vous voulez qu'on... Hop, mets-toi là. Ouais, merci. Un truc est tombé, j'ai fait tomber un truc. Un, deux, ça marche ? Ouais, cool. Du coup, moi je suis stagiaire à l'AMRES en stage de fin d'études et depuis janvier, enfin en vrai depuis décembre, mais depuis le début du stage en janvier, il y a eu un peu une démarche de réflexion à l'AMRES sur comment on fait pour répondre en fait à cette injonction à l'évaluation qui est présente, qui a été identifiée comme présente au sein des associations du réseau et comment faire en fait pour outiller les associations du réseau MRES sur cette question de l'évaluation parce qu'on a un peu identifié une difficulté en fait à s'emparer du sujet. La question, c'était plutôt de réussir à investiguer de manière collective avec toutes les assos du réseau sur ce dont elles ont besoin, comment on fait pour répondre à ces besoins-là et comment on fait pour créer un peu une culture de l'évaluation au sein du réseau qui soit une évaluation militante et une évaluation qui ne se limite pas forcément aux indicateurs quantitatifs et aux choses un peu bêtes et méchantes sur le nombre de personnes qui sont venues à un événement et sur combien le nombre de financements qui ont été mobilisés. La question de base, c'était celle qui est affichée là, qui était comment construire et évaluer ensemble des indicateurs à la mesure des actions menées par des associations dans le champ de la TES, donc transition écologique et solidaire, et comment parvenir à mettre en valeur à travers la création d'indicateurs les co-bénéfices de ces actions. Donc à la base, c'était une question de création d'indicateurs. Au final, c'est pas trop ce qu'on a fait, parce qu'on s'est très vite rendu compte que créer des indicateurs, déjà, c'était compliqué sur un temps de stage qui était de 6 mois. C'était clairement pas assez long. Et que c'était peut-être pas le but, en fait, de ce qu'on cherchait à faire. Si la question, c'était de révéler la valeur plus qualitative, de s'éloigner de ce qui est quantitatif, créer des indicateurs et les appliquer sans forcément enclencher des démarches de réflexion derrière, c'était pas vraiment la solution. On viendra sur la solution après. C'est un teaser. Le stage, il a été mené dans une logique de recherche-action participative. Je vais revenir un petit peu très vite fait sur ce que c'est la recherche-action participative et pourquoi c'était important dans la manière dont on a créé le protocole d'évaluation qui va être proposé à l'issue, comment elle a un peu influencé les réflexions. Le principe de la recherche-action participative, c'est toujours d'appliquer en fait des résultats de recherche au monde professionnel et de manière concrète, et que le monde professionnel et surtout les secteurs associatifs réussissent à nourrir les pans de la recherche. En fait, il y a beaucoup de frontières entre la recherche académique et les mondes professionnels. Le but de ce genre de démarche, c'est un peu de diminuer ces recherches-là et que les deux secteurs s'alimentent un peu mutuellement. C'est un concept qui est né dans les années 70 dans une volonté d'enclencher du changement social. Et de ce constat-là, en fait, que je viens un peu d'exposer, qui est ces deux mondes-là sont trop éloignés, les relations sont hermétiques, et les conclusions des recherches n'arrivent pas en fait à perméer les mondes associatifs, surtout dans le domaine des sciences humaines. Ça a été associé au mouvement d'éducation populaire
aux adultes en Amérique du Sud, où en fait il y a des constats qui avaient été faits qu'il y avait des savoirs qui existaient des deux côtés de chez les éducants et chez les éduqués, que l'apprentissage mutuel c'était important, que l'horizontalité des savoirs et des apprentissages c'était quelque chose qui enrichissait en fait les conclusions, et que ça permettait aussi de l'émancipation de la part des personnes qui apprenaient, des personnes qui étaient apprenantes, dans le monde de la recherche, dans les acteurs de terrain. Enfin, c'était un peu enrichissant pour tout le monde. L'aspect participatif, il permet en fait d'impliquer les personnes concernées et qu'elles puissent devenir un peu actrices de la recherche, réussir à l'orienter, orienter les démarches comme les résultats au plus proche en fait de leurs besoins, de ce dont elles ont besoin en termes de recherche. De la formulation de la question jusqu'à la diffusion des résultats. Les personnes qui sont concernées par le sujet, elles sont impliquées à chaque étape et elles sont. C'est pas juste de la consultation. Est-ce que ça vous va? Oui, ok, on continue par là. C'est vraiment impliquer de manière active les acteurs de terrain dans les démarches de recherche. Ici, donc, du coup, la recherche-action, elle est menée depuis janvier 2022. Elle s'est organisée autour de la Boutique des Sciences, qui est un organisme de l'Université de Lille qui mène des programmes de recherche-action participative, du coup, moi qui suis en stage, de tutrice à l'AMRES et à Virage Énergie, et d'un tuteur académique, qui n'est pas présent aujourd'hui. Voilà un peu comment on a organisé la recherche. Ici, en fait, elle a été enclenchée par une diffusion d'un questionnaire aux associations. Le but, en fait, c'était un peu de rendre compte des pratiques d'évaluation, des besoins des assos et des questionnements qu'elles avaient. La logique, elle était participative et on a organisé plusieurs ateliers de co-construction tous les mois, en fait, sur des thèmes différents selon les évolutions de la recherche. Donc, ça pouvait être les pratiques d'évaluation qu'elles avaient un peu à T0, quoi, de la recherche, leurs attentes, les dimensions qu'elles trouvaient importantes, ce qu'elles avaient envie d'intégrer dans la réflexion sur l'évaluation et plus tard dans le protocole qui a été monté. Le fil conducteur, en fait, c'était surtout des questionnements. C'était qu'est-ce qu'on cherche à évaluer, comment on fait pour l'évaluer et quels aspects on a envie de mettre en avant au sein du groupe de recherche et au sein des productions qui vont être rendues à la fin du temps de recherche de 6 mois. Ces ateliers, ils ont été entremêlés de recherches personnelles que j'ai menées un peu dans mon coin, parce que c'est aussi important, et d'entretiens semi-directifs avec plein de personnes, donc des acteurs du monde de la recherche, des acteurs de l'évaluation, des membres du réseau MRES, donc des salariés ou des bénévoles du réseau, et des personnes de structures financeuses aussi. Donc on a parlé à des gens de la MEL, des gens de la ville de Lille, pour un peu voir quelles étaient les contraintes et les attentes de chaque côté. Parce que c'était un peu important, même si c'est une démarche militante, de se placer des deux côtés pour essayer de produire quelque chose qui puisse être appropriable, qui puisse être utilisé et qui ne reste pas un peu dans un tiroir. C'était un peu ma peur panique au début de faire quelque chose qui reste dans un tiroir et qui au final ne soit pas approprié par les acteurs de terrain. J'espère que ce ne sera pas le cas, on verra bien. J'appellerai Xavier dans 1 an pour voir si c'était le cas ou pas. Si c'était le cas, mince, c'est qu'on a mal fait les choses, mais bon, c'est pas grave. Du coup, les réflexions, un peu au fur et à mesure, elles ont abouti à la création d'un protocole d'évaluation qui se base surtout sur une démarche de questionnement. Le protocole, c'était un peu la volonté de créer une réponse apportable aux problèmes qui sont rencontrés par les acteurs associatifs sur la question de l'évaluation. Et ce protocole, il a émergé de plusieurs constats qui sont venus des ateliers, des entretiens, etc., qui est que l'évaluation, elle a été identifiée comme très importante, mais qu'on manquait de temps, on manquait d'outils, on manquait d'habitude au sein du réseau, que les méthodes d'évaluation et les indicateurs demandés par les financeurs, donc l'injonction en fait à cette évaluation, elle était en décalage avec la réalité de ce que les assos identifiaient dans leurs pratiques et dans leurs projets. En termes de temporalité, on demandait des indicateurs d'impact qui étaient impossibles à collecter, en termes de temps qu'on donne aux associations, de financement qu'on leur donne pour mener l'évaluation. Enfin, il y avait un réel décalage entre ce qui était demandé, ce qui était attendu et ce qui était réalisable dans les faits. Et un autre constat, c'était qu'il y a une culture de l'évaluation qui était à travailler au sein du réseau, mais en fait de manière militante. Pas juste pour dire on va faire de l'évaluation, on va produire des indicateurs à la chaîne et ça au final pas forcément servir à grand chose. C'est plutôt travailler une culture d'avoir une démarche réflexive sur son projet associatif, sur ce qu'on met en place,
savoir se questionner, se dire là où est-ce qu'on est qu'on va dans le bon chemin par rapport à nos envies à nous, pas forcément par rapport à des objectifs chiffrés par des structures financeurs, pas par rapport à des logiques comme la logique du contrat impact social ou ce genre de choses. Donc une culture de l'évaluation à travailler plus de manière militante en créant en fait des outils et possiblement des indicateurs qui soient capables de révéler la valeur des activités des associations de la TES, donc Transition écologique et solidaire, mais la vraie valeur en fait, pas juste une valeur monétaire ou une valeur quantitative. Le protocole d'évaluation, c'était un peu une manière de pallier ce manque de temps, d'outils et d'acculturation à l'évaluation. Tout ça dans un temps qui était un temps de 6 mois, qui était quand même vraiment pas long. La problématique, du coup, elle était un peu double. C'était comment construire un protocole d'évaluation qui soit inclusif et qui soit capable de mettre en lumière la spécificité du travail associatif au sein du réseau MRES. Et aussi comment, du coup, créer un protocole qui soit évolutif, qui n'enferme pas les acteurs associatifs dans une pratique unique, mais qui puisse s'adapter, être appropriable par les acteurs et approprié, s'adapter aux changements, rester souple et permettre des ajustements un peu au fil de l'eau, parce que c'était un peu le double tranchant de l'idée d'un protocole. C'est si au final on fait un tableau avec des objectifs, des outils, des indicateurs, on ne va pas réussir à rendre ça évolutif. Les gens vont peut-être se cantonner à ça, et la démarche un peu réflexive, évolutive et changeante tout le temps qui existe au sein de la recherche-action de base, on va la perdre et ce serait dommage. Donc, du coup, en fait, la notion évolutive et d'appropriabilité de ce protocole, elle tenait un peu une place de premier plan. Donc déjà parce que voilà, le temps de la recherche-action durait que 6 mois et qu'on était bien conscient que ce qu'on allait pouvoir produire en 6 mois, ça allait pas du tout être abouti, ça allait pas du tout être parfait, ça allait être le plus qu'on puisse faire possible, mais c'était très très compliqué, quoi. Donc c'était un peu nécessaire de faire quelque chose qui puisse s'évoluer pour que la phase de test, elle aille au-delà du stage, en fait, que la réflexion, elle puisse continuer dans le réseau et au sein de l'AMRES, et des ajustements soient possibles après que le stage soit fini. Ça fait des liens aussi avec le principe de recherche-action, c'est qu'on nourrit le terrain professionnel de la recherche, donc ce qui a été produit là, ça va nourrir les choses qui sont menées à l'AMRES. Et inversement, bon, moi je ne serai plus là pour le voir, mais inversement, que les retours sur ce qui a été créé puissent permettre de faire des ajustements sur le protocole et essayer de faire quelque chose qui fonctionne et qui soit vraiment moteur de changement, en fait, sur la question de l'évaluation pour les acteurs de terrain. Du coup, le protocole évolutif, il a été issu d'une démarche participative. On voulait garder cet aspect innovant, cet aspect souple. Mais vraiment, ça, c'est... En fait, que ce protocole soit approprié, ça conditionne un petit peu qu'il réussisse ou non. Ensuite, la notion évolutive du protocole, elle garantit un peu une liberté dans le processus d'évaluation pour les acteurs associatifs, et ça limite un peu les effets enfin, ça, je tire quelque chose qui est produit par le FESEVA. Ça limite les effets de résultats directement quantifiables et prévus à l'avance. En fait, ça limite le fait de dire on produit quelque chose, on sait très bien en fait à la fin ce qu'on va mettre dans le bilan, on sait très bien ce qu'on va dire, il n'y a rien qui va bouger, et ça crée un peu de l'inertie qui est dommage dans un monde associatif qui est quand même censé être en changement militant et capable de s'adapter. Très rapidement, je ne vais pas aller en détail sur comment fonctionne le protocole d'évaluation, déjà parce que le stage il n'est pas fini, bon il reste une semaine, mais le stage il n'est pas fini, donc j'ai pas non plus envie d'annoncer des choses qui, si ça se trouve, vont changer. Et puis en plus, c'est pas forcément ça qui était le plus intéressant à évoquer, parce qu'il y avait d'autres interventions avant qui étaient très intéressantes et qu'on manque de temps. Mais ouais, du coup, le principe, c'est d'enclencher des démarches de questionnement. Et donc, de partir d'un questionnement thématique, c'est des thématiques qui ont été identifiées pendant les ateliers co-construction. Ce questionnement qui va un peu orienter des objectifs du projet. En fait, la question, c'est de se demander qu'est-ce qu'on cherche à produire, qu'est-ce qu'on cherche à faire, si je monte un projet associatif, c'est quoi mon but? Et cet objectif, il va déterminer des critères d'évaluation qui vont potentiellement découler sur des indicateurs de mesure, que ces indicateurs soient quantitatifs ou qualitatifs. Le but, en fait, c'est pas de fournir aux acteurs associatifs des indicateurs clés en main. Le but, c'est plus d'enclencher des démarches de questionnement
sur leur projet et que des démarches réflexives puissent se mettre en place. En fait, qu'est-ce qu'on cherche à créer directement en conséquence d'une action associative ou d'un projet? C'est quoi les objectifs? Et c'est quoi les objectifs directs ou les externalités, qu'elles soient positives ou négatives? Par exemple, avec un projet d'éducation à l'environnement, enfin une asso qui monte des projets d'éducation à l'environnement, le but c'est bien sûr de créer de l'éducation à l'environnement comme son nom l'indique, ou de sensibiliser, que ce soit des jeunes, que ce soit des adultes, par plein de manières différentes. Mais en fait, c'est très pauvre de se limiter à ça. Et se limiter à ça dans les bilans, dans les dossiers de financement, c'est dommage. Parce qu'on perd énormément d'impacts collatéraux, un peu, d'externalités, qu'elles soient positives ou négatives, qui existent et qui sont intéressantes et qui sont importantes, que ce soit générer de la mixité sociale, que ce soit créer du dialogue entre différentes personnes, que ce soit monter des projets en créant des partenariats et de la collaboration entre des structures différentes, qu'elles soient associatives ou pas. On peut enclencher des dynamiques de transition, individuelles ou collectives. Enfin, il y a plein de choses qui sont importantes à mettre en valeur, en fait, à évaluer, pas juste pour évaluer et dire c'est bien ou c'est mal, mais à évaluer dans le sens de mettre en valeur, de sortir une valeur d'eux. Et plein de choses qui sont très très importantes et qu'on peut potentiellement perdre. Le but de ce protocole-là, c'était un peu justement de montrer... en fait, il y a plein de choses. Il y a plein de valeurs qui existent. Il y a plein de choses super qui existent dans l'activité associative. On ne va pas se cantonner à juste les indicateurs quantitatifs. On va aller plus loin et on va créer des démarches de questionnement, mais qui vont loin, en fait, qui cherchent à révéler l'entièreté de la richesse des activités associatives. Du coup, le protocole d'évaluation par questionnement, c'est vraiment une démarche réflexive. Et c'est plutôt ça qu'on cherche à mettre en avant, c'est la démarche de questionnement plutôt que le protocole pur et dur qui a été créé. En fait, le but, c'est plutôt de planter une petite graine pour que cette démarche de réflexion, elle soit opérée et que des habitudes soient prises. C'est aussi une manière de répondre à cette question de comment on fait pour créer des habitudes et des automatismes de questionnement sur l'évaluation au sein du réseau MRES. Le but, c'est plus de fournir les outils aux acteurs de l'évaluation, d'enclencher des réflexions, de créer des prises d'habitude, et aussi en fait, de réduire le temps d'évaluation qui est passé en créant des protocoles qui essaient de simplifier un peu les choses. Ici, c'est important de rappeler que le protocole d'évaluation, il ne se fait pas exhaustif. Il ne cherche pas à tout connaître, à tout évaluer, que 6 mois, c'est très court, que c'est une carte de démarche test, mais que c'est un premier temps de travail en fait, à la MRES qui va peut-être être continué après. Très rapidement, on a créé 2 versions du protocole. Une version qui est plus imprimable et pas interactive, et une version qui est interactive. Je ne vais pas avoir le temps de vous montrer, mais c'est pour vous montrer que c'est large et qu'il y a beaucoup d'arbres. En gros, là, si je réussis à cliquer, on a créé un outil qui est interactif. Ah, ça marche pas. Ah, il n'y a pas Internet. On vous enverra un mail. On a créé un outil interactif où la personne qui cherche à mener son évaluation de projet, elle va venir sur cet outil-là, elle va cliquer un peu sur est-ce que mon action, elle cherche à sensibiliser, est-ce qu'elle cherche à viser la préservation des ressources naturelles, est-ce qu'elle cherche à générer du bien-être pour la population et pour les participants. Et en fait, quand on clique, on accède à différents objectifs de projet. Donc, je vais, oui, certes, chercher à sensibiliser, mais par quel biais? Et ces biais, ça peut être en favorisant l'éducation populaire, en prenant en compte les savoirs des participants. Enfin, il y a énormément de choses. Et ces objectifs emmènent vers des critères d'évaluation qui eux-mêmes emmènent vers des indicateurs d'évaluation. C'est un peu dommage là du coup que je puisse pas vous montrer vu qu'il n'y a pas Internet. Mais on enverra un mail. Mais voilà, du coup, ce qu'il y a à retenir un peu du travail qui a été mené au sein du réseau MRES, c'est surtout ça, c'est que on a cherché à créer un protocole qui se place plutôt sur des questionnements pour que les acteurs associatifs puissent se dire qu'est-ce que c'est en fait, qu'est-ce que je cherche à produire et où est réellement la valeur de mon activité, pas la valeur monétaire, mais surtout qu'est-ce que j'arrive à produire et c'est quoi la richesse de mes projets et comment je vais faire pour pouvoir le mettre en avant pour moi-même et pour mon association, pour les rapports d'activité, etc., mais aussi pour les financeurs. Voilà. Merci beaucoup, Jeanne. Merci, Jeanne, pour ton
exposé. Et maintenant, on va passer la parole rapidement parce qu'on est un peu en retard, mais tu as encore le temps. Mais si on veut avoir quelques questions, mais c'est pas sûr de la salle, je ne sais pas si on va réussir. Donc Jennifer Nels de l'ASBL FESEFA qui va nous parler de l'obligation d'auto-évaluation réflexive qui existe en Belgique. Peut-être avant, je voudrais juste citer un petit passage du livre que vous avez publié à la FESEFA, qu'il me semble qu'il pourrait apporter un peu encore une autre approche. Les autorités publiques devraient avoir l'intelligence et l'humilité de renoncer à l'illusion de tout maîtriser. Elles devraient avoir la sagesse et la confiance à l'heure de l'objectivation par les chiffres, plutôt que par les croisements des subjectivités, de simplement et rigoureusement s'assurer que les institutions agissent, réfléchissent, se remettent en question, inventent et qu'elles mobilisent les moyens pour le faire, sans attendre de résultats directement quantifiables et prévus à l'avance. C'était un petit bout de ce que tu avais repris. Pardon. Voilà. Je pense que c'est une citation de notre vice-président ici présent dans cette salle. C'est dans les conclusions de l'ouvrage, en fait. Oui, je reconnais. Je vais essayer d'aller vite. Ce que je vais vous présenter, c'est en quoi consiste l'obligation d'auto-évaluation réflexive que doivent mener les associations reconnues en éducation permanente en Belgique francophone. Alors, pour faire bref sur l'éducation permanente, parce qu'on en a déjà parlé en atelier ce matin, en Belgique francophone, on a tout un secteur socio-culturel qui est subventionné structurellement. Les différents secteurs sont subventionnés dans le cadre d'un acte législatif qui s'appelle un décret. Et donc, dans ce cadre-là, on a un décret éducation permanente qui explique comment on finance et on reconnaît ces associations de manière structurelle. C'est une reconnaissance. Donc, l'éducation permanente, c'est l'équivalent de l'éducation populaire, en fait, en gros. C'est une reconnaissance à durée indéterminée, mais avec une évaluation et un renouvellement tous les 5 ans. Et c'est dans ce cadre-là qu'il faut mener une auto-évaluation réflexive. C'est un subventionnement structurel pour financer des activités du fonctionnement, et il y a aussi de l'emploi en fonction de la taille de l'association et de sa couverture territoriale. Il y a 280 associations plus ou moins reconnues en éducation permanente en Belgique francophone. Et donc, cette auto-évaluation réflexive, ça vient d'où ? En fait, le décret, il y a une obligation d'évaluer les décrets régulièrement, éventuellement de les réformer. À la base, c'est un décret qui date de 1976, qui a été revu en 2003, et puis il a été évalué, et il y a eu des modifications qui ont été faites à partir de 2018. Faut savoir que quand on évalue et réforme un décret, c'est pas juste le politique qui le fait dans son coin. On a toute cette culture de la concertation en Belgique, et donc là, le décret, il est évalué et il est réformé. On met des acteurs autour de la table qu'on appelle les acteurs de la régulation. Il y a des représentants du cabinet de la ministre de la Culture à l'époque, de l'administration, de l'inspection de la culture et des représentants du secteur aussi. Donc c'est une concertation à laquelle les acteurs sectoriels sont vraiment présents. Et donc qu'est-ce qu'on a décidé de modifier ? Donc, historiquement, le décret éducation permanente qui a été modifié en 2003, il était très axé sur le quantitatif, parce que malgré tout, il y a quand même des gros critères quantitatifs. En fonction des types de reconnaissance, c'est justifier des heures d'activité, des heures de formation, un nombre de productions et d'études et d'analyses à faire chaque année, etc. Et là, la réforme, elle a eu comme objet de rééquilibrer un peu le qualitatif et le quantitatif, parce que le secteur disait, en fait, il y a trop de quantitatif, on ne s'en sort pas, il faudrait peut-être rééquilibrer et mettre un peu sur le qualitatif. Ce qu'on s'est dit, c'est que vu qu'il faut plus rééquilibrer le qualitatif, on a dans le décret un premier article, l'article 1er, qui réexplique ce que c'est vraiment l'action d'éducation permanente, qui doit être vraiment au cœur de l'action des associations. Et les acteurs autour de la table se sont dit qu'il faudrait vraiment redire l'importance de cet article 1er, parce que finalement, c'est ça le cœur de l'activité des associations reconnues en EP. Mais cet article 1er, je vais vous le synthétiser, il n'est quand même pas forcément facile à appréhender, il est assez long. Et donc l'idée, c'était comment le redire différemment pour que les associations puissent vraiment s'en emparer et qu'elles comprennent vraiment. Et c'était aussi à destination des petites associations qui ne sont pas forcément dans les instances et les lieux de décision. Comment on peut être sûr que les associations elles comprennent vraiment comment s'emparer de cet article 1er et comment mener cette auto-évaluation autour de l'article 1er.
et donc cette obligation d'auto-évaluation réflexive, elle tourne autour de les associations doivent vérifier et expliquer comment elles respectent cette action d'éducation permanente décrite dans l'article 1er du décret. Je pense que c'est un processus et une obligation assez unique, peut-être dans le monde, mais même en Belgique francophone, au niveau du secteur socioculturel, c'est quand même assez unique. Et ce qui est important dans les textes et qui est vraiment une revendication du secteur, c'est la distinction entre le contrôle et l'évaluation. Dans les textes, le contrôle, c'est quelque chose qui se fait annuellement. Donc tous les ans, les associations doivent déposer un rapport annuel dans lequel il y a énormément de critères quantitatifs à justifier. Et donc le contrôle, c'est quoi ? Le contrôle, c'est avoir des normes de base qui sont tous ces critères quantitatifs et c'est vérifier le respect des normes. Et donc l'administration est là plutôt pour vérifier annuellement que les normes sont respectées. C'est ça le contrôle. Et on est sur des normes de base qui sont décrites dans le décret, donc il n'y a pas de surprise. L'évaluation, on a plus cette revendication que l'évaluation, elle n'est pas basée sur des normes ou sur des indicateurs. C'est à l'association elle-même de fixer ses propres indicateurs. On est vraiment dans... elle doit évaluer le sens de son action, la valeur de son action au regard de cette action d'éducation permanente. Elle doit fournir dans son dossier le résultat de son auto-évaluation. Et à partir du moment où elle le fait... Normalement, a priori, l'administration n'est pas censée émettre de jugement de valeur puisque c'est l'association qui porte elle-même cette auto-évaluation réflexive et qui choisit comment elle l'amène. Elle doit la mener aussi avec une pluralité d'acteurs impliqués dans l'action. Donc c'est une pluralité, ce n'est pas forcément la pluralité. Et là, l'association décide à quel niveau elle invite tel ou tel acteur de son action à participer à l'évaluation. Et ça, c'est en fonction de ce qu'elle estime être pertinent. Mais donc, si on prend un peu l'article 1er du décret, donc, l'idée c'était de le rendre plus compréhensible pour les associations. Et donc, il y a une circulaire ministérielle qui est sortie en 2018 qui explicitait un peu comment on pourrait aider les associations à faire cette auto-évaluation. Et donc, il y a eu 4 questions qui sont vraiment un outil d'aide à l'appropriation de l'article 1er du décret. C'est les acteurs qui ont travaillé là-dessus, c'est principalement aussi Luc Carton que vous avez entendu ce matin, puisqu'il était à ce moment-là inspecteur de la culture et qu'il a participé à l'évaluation du décret. L'article 1er du décret, il dit quoi ? Il dit en gros, les associations elles doivent faire une action d'éducation permanente, elles doivent viser l'analyse critique de la société, elles doivent stimuler les initiatives démocratiques et collectives, développer la citoyenneté active, l'exercice de plusieurs droits civils, politiques, sociaux, économiques, culturels, environnementaux, dans une perspective d'émancipation individuelle et collective et en faisant participer les publics. Cet article reprend brièvement, il faut aider, favoriser la prise de conscience chez ces participants des réalités de société, que ces participants développent un esprit critique là-dessus, qu'ils puissent développer des capacités d'analyse et de choix, et ensuite développer leurs attitudes de responsabilité, de participation active à la vie, en vue de construire une société plus juste, plus démocratique, plus solidaire, etc. Donc voilà, ça c'est vraiment l'action d'éducation permanente. Et donc la circulaire qu'on pourra vous envoyer, elle se développe en 4 questions qui sont là vraiment pour aider les associations. Je vais juste les passer en revue brièvement, mais je pense que celle sur les impacts vous intéressera. La première question, c'est quel est le rôle de l'association dans le développement de l'action associative. Et là, ce qui est proposé, parce qu'il y a cette question, mais il y a des commentaires qui sont là pour aider les associations, c'est éventuellement de réfléchir à 4 niveaux. La dynamique fondatrice de l'association ou comment l'association, comment faire vivre l'association dans ses instances, dans son organisation, dans son action, comment l'association contribue à renforcer la capacité d'action du monde associatif, comment elle contribue à changer la société. Donc là, les associations ne sont pas obligées de répondre à tous les niveaux, elles peuvent en choisir un, le développer comme elles l'entendent. La deuxième question, c'est sur les droits. De quelle manière l'association entend-elle défendre et promouvoir un ou plusieurs droits parmi les droits fondamentaux, économiques, sociaux, culturels, environnementaux, civils et politiques ? Là, la circulaire propose déjà une catégorisation des droits pour aider les associations, les droits liberté, les droits égalité, etc. Et ensuite, elle propose aux associations de réfléchir à, mais tiens, quels sont les niveaux de combat de l'association ? Est-ce que c'est connaître les droits ? Est-ce que c'est explorer de nouveaux droits ? Est-ce que c'est promouvoir l'exercice des droits ? On a la question 3, de quel point de vue critique l'association est-elle porteuse sur la société ? Alors là, c'est vraiment l'autonomie de l'association qui se situe, qui décide que je me situe quelque part. Mon point de vue critique, en fait, il est situé, il est informé, instruit, formé, il est mis en débat, il est mis aussi dans le débat public. Et alors, la 4e question,
quels sont les faits, les effets et impacts que l'association cherche éventuellement à produire et ou à susciter à partir de ses actions et vers quel destinataire. Alors on vise des effets à tel ou tel niveau. On accepte qu'il y aura des effets imprévus ou des effets pas atteints. On n'est pas du tout dans une logique de résultat. On est vraiment dans une logique de qu'est-ce qu'on vise en fait à produire comme effet. Et là, la circulaire propose, ça peut être un niveau micro, une inflexion volontaire d'attitude d'individus ou de groupes. Ça peut être un niveau au-dessus, un niveau plus expérimental d'organisation collective des individus et des groupes pour initier, inventer une alternative. Ça peut être un niveau de transformation qui envisage ou entrevoit des mutations politiques, un changement de législation. Et alors, il y aurait le 4e niveau, la vraie transformation sociale et politique, changement de régime, changement de modèle de société. Voilà. Et donc, cette obligation d'auto-évaluation, elle date de 2018. Je pense qu'à ce moment-là, autour de la table, il y avait des acteurs qui étaient vraiment des militants de l'éducation populaire. Luc Carton en est un, l'ancienne ministre de la Culture venait aussi du secteur, ce qui a aidé, je pense, à pouvoir avoir ce texte qui est quand même assez exemplaire, je trouve, en termes d'autonomie associative qui est donnée aux associations dans le cadre de leur évaluation. Merci. Est-ce qu'on a encore le temps de prendre quelques questions de la salle, Jean-Baptiste, je ne sais pas, ou alors on... Ouais. On vous voit pas. Est-ce que... Voilà. On peut pas rallumer la lumière. Oui. Ouais. Je voudrais remercier la qualité de vos interventions et en même temps, pour faire du macronisme en même temps, je suis obligé de constater à l'issue de votre table ronde l'invisibilisation de 30 ans de travail autour de l'utilité sociale en France. Je veux dire que on a commencé à travailler sur l'utilité sociale à travers le mouvement de l'économie solidaire, pratiquement dès l'origine du mouvement, puisque c'est inscrit dans l'ADN des initiatives de l'économie solidaire que de valoriser leur utilité sociale. C'est par là qu'elles peuvent montrer en quoi elles apportent quelque chose de plus que l'économie privée classique ou que le travail fait par les services publics. Et donc c'est quelque chose qui a toujours été inscrit dans notre ADN et sur lequel on a toujours travaillé. Il y a eu un travail fait énorme autour de ces questions-là, avec par exemple la création de l'APES, ici à Lille, qui s'est construit, acteur pour une économie solidaire, qui s'est construit autour d'une démarche progrès. Comment on travaille ensemble sur la question de nos pratiques pour mettre en acte les valeurs qu'on porte. Et il y a eu derrière des travaux menés par exemple avec les régies de quartier, avec la démarche qualité, qui posait la question, dans la démarche qualité, la question de l'évaluation de leurs pratiques était déjà posée. Il y a eu tout le travail fait par Jean Gadret pendant des années sur la définition de l'utilité sociale. Il y a eu des travaux menés par l'AVIS autour, par exemple, du guide d'auto-évaluation des structures de l'ESS, d'auto-évaluation de l'utilité sociale des structures de l'ESS. Et c'est que le début, je ne citerai que ça. En 2014, on fait reconnaître la question de l'utilité sociale par la loi de 2014 et on instaure un guide des bonnes pratiques des entreprises de l'ESS qui est en fait une démarche progrès qui pose la question de l'évaluation de l'utilité sociale des entreprises de l'ESS. Donc il y a tout un travail qui est fait autour de la valorisation de l'utilité sociale qui pose la question du sens, de pourquoi on évalue, qu'est-ce qu'on veut montrer avec ça, qui est bien plus large que la question de l'impact social. Au milieu des années 2000, à partir des années 2010, arrive de manière massive le concept d'impact social, beaucoup associé à l'entrée du néolibéralisme dans la volonté de financer et la marchandisation de tout un secteur. Et du coup, on oublie tout ce travail-là. Moi, je suis content de voir que des jeunes réinventent ce qu'on a inventé il y a 20 ans. Mais la démarche qui nous est présentée autour de la démarche de l'AMRES, finalement, elle n'est pas très loin de démarches que j'ai vues se faire il y a 15 ans en arrière.
Donc je trouve qu'il y a quelque chose qui m'a choqué là, c'est comment on invisibilise un travail qui a été fait, qui posait ces questions-là, pour ne réagir à quelque chose qui est venu détruire ça, pour le réduire à la question de la mesure d'impact social. Et ça me fait réagir assez violemment à cette table ronde en me disant, mais merde, qu'est-ce qu'on a fait pendant 20 ans et pourquoi ça s'est pas mis en avant? Il y a 2 ans, on a fait un projet européen justement sur ces questions-là, ici en région Nord, avec les Belges, qui s'appelle le projet VISE, qui venait revisiter justement ces questions d'impact social en essayant de reposer la question du sens de l'évaluation, pourquoi on évalue, qu'est-ce qu'on veut produire avec ça, etc. Et puis actuellement, le MES porte un projet européen dans le cadre d'un Erasmus avec des Italiens, des Belges et des Français pour essayer de construire un module de formation à la question de l'évaluation de l'utilité sociale pour justement sortir d'une réduction de tout ce champ à la seule mesure de l'impact social. Il ne s'agit pas là de dire l'impact social, c'est pas bien. Il s'agit de dire l'impact social, c'est un outil qui sert à montrer l'impact que peut avoir une activité en termes d'économie sur le territoire pour rendre compte à des investisseurs de l'intérêt d'investir dans leur champ. Pourquoi pas si ça intéresse les structures de faire ça? Mais on ne peut pas réduire la question de l'évaluation de l'utilité sociale à ça uniquement, quoi. Or, ça fait quand même 30 ans qu'on travaille là-dessus. Donc j'étais un peu... On va prendre quelques questions, mais je pense que Marion, sur le projet VISE... je ne sais pas si on répond tout de suite ou... Ouais, on prend quelques questions. Ok, je vais démarrer par une anecdote. Ma petite association, le collectif pour une éthique en travail social, commet un livre qui est ici, qui est alerte sur le travail, en travail social. On recueille des témoignages, mais on les agrémente d'une analyse entre nous avec un petit comité de lecture. Et on a failli en venir aux mains. Pourquoi? Parce qu'on arrive sur la question de l'évaluation à un moment donné et il y avait une partie d'entre nous qui étions complètement opposés à l'évaluation. Sous-entendu, elle est descendante, elle est normative et puis nous, on est en contact direct avec la population et le principal, c'est de rentrer en débat, en relation. Et d'un autre côté, un certain nombre d'entre nous qui avons un autre avis. Finalement, les tenants du refus total de la notion d'évaluation ont quitté le navire, mais ça a été assez douloureux dans l'histoire de l'association. Et nous en sommes restés à une conclusion, et j'aimerais savoir si cette petite conclusion, telle que je vais l'énoncer, agrée votre aéropage. La question, c'était de se dire que la grosse difficulté, c'est quand l'évaluation est normative, descendante et s'applique quels que soient les éléments, mais que, si on veut résumer, il y a une évaluation, c'est simplement une évaluation de ce qu'on fait à proximité la plus directe du bénéficiaire, soit parce que le bénéficiaire est en capacité lui-même de dire quelles sont les actions que je veux, soit que c'est effectivement autour de lui des personnes de proximité, la famille, les travailleurs sociaux. Bien sûr, cette évaluation peut être sur des activités individuelles ou elle peut être sur quelque chose d'un peu plus collectif. Ma question est la suivante. La formulation suivante, c'est-à-dire non à l'évaluation descendante normative et globalisante, mais est-ce que une évaluation en elle-même, le principe même de l'évaluation, dès lors qu'elle est centrée autour de la personne en activité individuelle ou un collectif d'un petit nombre, agrée tout à fait à vos représentations. Qu'en pense l'aéropage? Marion, peut-être une dernière petite question. Oui, non, moi, ce que je voulais souligner, c'est que ce qui me paraît très important, c'est qu'on progresse quand même dans l'idée qu'il faut se réapproprier ces enjeux autour de l'évaluation. Je trouve que par rapport à il y a encore 2-3 ans, par rapport à 2-3 universités d'été, on a beaucoup progressé sur cette conscientisation. Et alors tant mieux si en fait c'est foisonnant, parce que c'est vrai que du coup, il y a tout ce qui a été présenté là, puis il y a tout ce que tu as mentionné, Bruno. Puis il y a aussi ce qu'on aurait pu évoquer autour des droits culturels ou autour de trucs plus opérationnels, je pense à la comptabilité CARE ou des choses comme ça. Donc tant mieux si c'est foisonnant, parce que justement moi je voyais dans la richesse de ce qui a été présenté là à la table ronde par l'aéropage quand même des antidotes très très
très très prometteuse par rapport à tout ce qu'on s'est dit hier sur les ateliers qui décrivaient le scénario de l'affaiblissement du monde associatif. Tout ce qu'on a pu se dire sur l'atelier managérialisation pour ceux qui étaient, sur l'atelier marchandisation, et puis surtout sur l'atelier sur les libertés associatives. Et je voulais finir par là pour dire que, alors c'est dommage parce qu'il n'y a plus de représentants de l'Observatoire des libertés associatives, mais peut-être que d'ailleurs, pour ceux qui veulent monter un laboratoire des libertés associatives, ça sera un enjeu crucial. Pour ne pas rester sur la défensive de la défense des libertés associatives, il faut absolument qu'on arrive à mettre au travail collectivement toutes ces démarches autour de l'évaluation et de la manière de s'approprier l'évaluation. C'est un petit peu ce qu'on a fait dans la conclusion du premier rapport de l'Observatoire des libertés associatives, notamment en disant que la meilleure manière de défendre l'autonomie associative, c'était la défense des budgets associatifs et que ça allait passer par là. Mais je crois qu'il va falloir vraiment qu'on fasse la jonction, et notamment nous au CAC, entre l'Observatoire des libertés associatives et l'Observatoire citoyen de la marchandisation de l'action associative. Et que voilà, j'ai l'impression que là, les échanges ont permis d'éclairer ça d'une manière beaucoup plus évidente encore, quoi. Ok, alors je vais commencer, je passerai le relais après aux autres présentateurs et présentatrices. Peut-être sur l'invisibilisation de l'utilité sociale, alors justement, c'était peut-être que ma présentation n'était pas assez claire, mais c'est tout l'objet de ma présentation de montrer qu'effectivement, elle est invisibilisée, mais pas par notre fait, mais par les dynamiques, en fait, depuis les années 90 qui font que elle est de moins... Elle s'est estompée. Alors c'est intéressant, parce que vous citez les travaux de Jean Gadret, bon, c'était 2004, et donc ça remonte quand même un peu maintenant. Et ce qui est intéressant, c'est que vous citez aussi les travaux de l'AVIS en 2006. Mais déjà, l'AVIS, il s'inscrit justement dans la figure de l'agence d'ingénierie, et c'est justement une des figures qui participe au développement de cette notion d'impact social imprégnée des dimensions managériales et reddition de comptes. Et au travers de leur rapport de 2006, en fait, c'est un guide pour évaluer l'utilité sociale. Ils utilisaient effectivement le terme utilité sociale, mais quand on regarde les tenants de cette évaluation, on retrouve en fait toutes les caractéristiques de l'impact social, en fait. Donc ils n'utilisent pas le terme impact social, mais quand on lit le guide, en fait, on retrouve toutes les dimensions de l'impact social. Et après, je trouve intéressant, donc effectivement, c'est une dynamique de fond, finalement, l'utilité sociale s'estompe pour se retrouver dans la loi en 2014, mais finalement un peu moins dans les pratiques évaluatives, en tout cas telles qu'elles se développent en 2010. Et moi, je ne vois pas forcément une dynamique de réinvention de l'eau chaude par les projets, mais plus une dynamique justement de volonté de se réapproprier l'objet dont on était démunis depuis une dizaine d'années, en fait, avec toutes ces dynamiques des développements de l'impact social qui ont emmené tout le fait associatif dans une logique de reddition de comptes et sous un rouleau compresseur un peu du néolibéralisme, on peut le dire. Et on a des nouvelles dynamiques d'évaluation qui se développent par l'Institut Gaudin, par l'AMRES et par d'autres depuis les années 2016, à peu près cette période-là, où il y a l'idée justement de se réapproprier l'objet dont on a été démunis, et notamment par des démarches qui peuvent se rapprocher de l'utilité sociale, même s'il y a quand même des dimensions qui s'en distinguent un peu. Et justement, vous avez cité le projet VISE, et justement, dans le cadre de ma thèse, j'étais au sein de ce projet VISE. Du coup, je peux en parler peut-être mieux que les autres projets. Et justement, dans ce projet VISE, il y avait effectivement l'idée de développer une méthode d'évaluation qui se voulait différente des canaux d'évaluation tels que développés dans l'ESS. Mais on se rend compte que dans ce projet, comme dans d'autres projets, il y a quand même tout un tas de contraintes institutionnelles qui font que, de fait, on a quand même une... j'ai envie de dire le terme d'isomorphisme institutionnel, mais en gros de vecteurs, de pression qui font que l'évaluation épouse quand même une partie des contours de l'évaluation d'impact social, du fait de ce contexte institutionnel assez important, je pense notamment au sein de VISE, à tout un secteur qui était représenté, qui était le secteur de l'insertion par activité économique, qui est aux prises par ailleurs par un contexte institutionnel assez contraignant, parce qu'ils sont vraiment contraints d'évaluer leur retour à l'activité, et qui, du coup, dans le cadre de VISE, ont voulu développer une méthode d'évaluation alternative, mais qui épousait quand même les contours de l'évaluation par indicateur quantitatif. Donc, il y a quand même un contexte institutionnel qui fait que même quand on essaye de développer des méthodes d'évaluation alternatives, on est quand même ramené à cette logique de l'impact social et le cadre de l'évaluation de l'impact social. Et je pense, mais après, peut-être que les autres intervenants en parleront, même quand on essaye de développer des évaluations un peu alternatives, quand on la présente aux financeurs, il y a quand même toujours un conflit dans les représentations, et il y a toujours quand même des volontés par les financeurs, mais pas que, mais de ramener au moins en partie la forme de l'évaluation au cadre de l'évaluation d'impact social.
Non, mais je vous parle du contexte institutionnel dans lequel l'évaluation se déploie. Voilà. On ne peut pas réduire l'évaluation qu'à la vision qu'en ont les financeurs. L'évaluation, c'est d'abord la question du sens, pourquoi j'agis, qu'est-ce que je fais, comment je l'explique aux autres. Donc toute cette dimension du sens, elle est réduite à rien. Là. On ne parle plus que d'indicateurs quantitatifs, d'effets monétaires, de qu'est-ce que j'ai produit comme argent, comme économie. C'est quand même assez fou d'entendre parler de la question de l'évaluation qui, au départ, n'est pas celle-là. Quand une structure se pose la question de l'évaluation, est-ce qu'elle peut revoir son mode d'organisation? Est-ce qu'elle se pose la question de comment elle répond à l'attente de ses usagers? On voit pas, c'est pas ce que répondent aux enjeux des financeurs. C'est quand même incroyable aujourd'hui que ce soit la finance qui qu'on condamne, un système financier qu'on condamne, qui arrive dessus, qui nous contraint à repenser nos modèles d'évaluation qu'au regard de ces attendus à elle. Or, aujourd'hui, je prends par exemple le guide des bonnes pratiques des entreprises de l'ESS, un guide qui a été élaboré par ESS France, donc on n'est pas du tout dans des alternatifs. Là, on a quand même réuni toutes les grandes familles de l'ESS. Il produit une démarche progrès qui vient analyser les grands axes de toute entreprise de l'ESS, comment elle gère ses ressources humaines, quelle place elle donne à l'usager, comment elle évolue dans ses pratiques de prise en compte de l'environnement, de consommation, d'achat. Enfin, c'est beaucoup plus large que simplement rendre compte à des financeurs de l'efficacité économique d'une structure. C'est ça qui me gêne. C'est qu'on a l'impression qu'on a complètement tordu le truc pour répondre à la jonction des financeurs. Or, nous, ce qu'on pose, c'est ça, c'est qu'un aspect de l'évaluation. Bien sûr qu'il y a des structures qui ont cet enjeu-là. Bien sûr qu'il y a des structures qui, à un moment donné, ont besoin d'aller voir un financeur pour faire de l'investissement, etc. Et il y a tous les autres enjeux de l'évaluation qui sont bien au-delà de ça, qui permettent de reposer les questions du sens, de pourquoi j'agis, de qu'est-ce que je fais avec ça, et de qu'est-ce que ça produit. Et là, on est bien loin de cette seule vision de l'utilité financière, quoi. On finisse. Oui, très rapidement pour compléter. Alors, j'entends tout à fait et je partage en grande. Enfin, je ne peux qu'imaginer, parce que moi, bon, voilà, je suis pas de votre génération, je ne peux qu'imaginer la frustration de quelque chose, de cette amnésie qui. Non, mais c'est parce que voilà, moi j'ai pas connu, voilà, mais voilà. En plus, en travaillant avec les régies, bien sûr, on connaît Gadret, Aimer la ville sur les régies de quartier. Bon, ils ont très largement utilisé les régies pour théoriser l'économie solidaire, donc c'est assez évident. Donc, bien sûr, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Et il y a un oubli, effectivement, qui est quand même massif, mais qui ne touche pas d'ailleurs que l'évaluation en matière de ASS. Il y a quand même... C'est quelque chose qui est flagrant à plein de niveaux. Je veux dire, ne serait-ce que savoir qu'il y a eu quelque chose avant la loi de 2014 dans pas mal bon, je ne vais pas aller sur cet axe-là, mais voilà, l'amnésie, c'est quelque chose qui caractérise aussi pas mal le champ associatif et le champ de l'ESS pour certaines raisons. Après, de fait, ici, bon, on a eu 15 minutes, donc forcément, voilà, j'entends bien, mais aussi, on ne peut pas revenir forcément sur l'utilité sociale, tout ce qui a été fait, etc., etc. Par ailleurs, il y a aussi un autre aspect, c'est que malgré tout, alors il y a plein de choses qui ont été faites, et Gadret, 2004, c'est une somme qui rend compte de plein de choses qui ont été faites en la matière. Il y a plein de trucs, et nous, on a été voir tout ça, bien sûr, avant de construire. On part pas de zéro, on part pas d'une pelle blanche. Et effectivement, l'idée, c'est pas de réinventer ce qui a déjà été fait en s'imaginant qu'on a trouvé. Voilà, c'est pas l'idée. Malgré tout, et ça, on s'en rend bien compte aussi, je veux dire, la crainte du guide qui finit au fond d'un tiroir, c'est malgré tout, en matière d'évaluation, il y a toujours besoin de s'y recoller à un moment et de reconstruire des choses pour que les gens se l'approprient. Et ça, je veux dire, c'est indépassable. Et on aura beau avoir fait des très beaux outils, il y a des choses très brillantes qui ont été faites il y a 20 ans, il y a 30 ans, etc. Malheureusement, il y a quelque chose qui doit toujours un peu se réinventer, se réapproprier de génération en génération et de nouvelles structures, enfin de nouvelles ou pas nouvelles structures, mais nous aussi de nouveaux professionnels ou de nouveaux militants du champ associatif. Et je n'ai pas la réponse à ça, comment on fait aussi pour essayer d'avoir une cumulativité en la matière, mais... Moi je crois qu'on a besoin de réinscrire dans l'histoire. Aujourd'hui, il y a des vrais enjeux sur la question de l'évaluation de l'utilité sociale. Par exemple, comment on sort des indicateurs quantitatifs? Ça, c'est une vraie question. Comment on fait des indicateurs qualitatifs qui sont entendables par tout le monde et qui soient reconnus au même titre que les indicateurs quantitatifs? Il y a tout un travail qui est fait aujourd'hui sur les récits, la mise en récit. Voilà, ça, c'est des travaux sur lesquels on doit avancer. Autre problématique, c'est la question de qu'est-ce qu'on évalue, qu'est-ce qui fait richesse aujourd'hui dans la société. Il y a tout un travail qui a été mené sur les nouveaux indicateurs de richesse. On voit bien qu'on est démunis là-dessus.
les indicateurs de qu'est-ce qui fait richesse sur un territoire, c'est quoi les indicateurs du bonheur, c'est quoi les indicateurs... Il y a tout un travail aujourd'hui à mener là-dessus, où on a vraiment besoin d'avancer, parce que là, on est désemparé par rapport à en face de nous, on a des gens qui sont dans la mesure d'efficacité, hein, et ils te disent, ouais, mais le bonheur, c'est quoi? C'est pas mesurable, on s'en fout. Voilà, donc nous, on doit progresser sur ces questions-là. Comment on rend compte de ce qu'on produit comme richesse, qui n'est pas aujourd'hui reconnu comme richesse par les systèmes. Ça c'est des vrais enjeux. Et il y a, plutôt que de réinventer la roue, il faudrait qu'on passe de la roue à autre chose, quoi. Je veux dire, il y a une continuité du travail à mener, et j'ai l'impression que là, on est en train de repartir de zéro et on reconstruit tout le temps. Alors, c'est pas vrai qu'on repart de zéro, mais quand même, on a quand même l'impression qu'il y a eu une mise à sac de ce qui avait été fait entre les années 90 et les années 2010, a été balayée par l'arrivée d'une mesure d'impact et d'abord une action de communication. C'est quand même fou. En 2 ans, on ne parlait plus d'évaluation d'utilité sociale et on parle de mesure d'impact. Moi, quand on m'a parlé de mesure d'impact, j'ai dit que c'est un effet, c'est une externalité positive en mesure. Je vais peut-être me permettre, parce que j'ai l'impression qu'on réinvente justement l'eau chaude. Peut-être laisser les autres répondre à cette question, parce que j'ai l'impression qu'on dit la même chose en fait. On dit les mêmes mots, enfin on dit les mêmes choses, mais pas avec les mêmes mots, j'ai l'impression quand même. Mais peut-être je vais laisser les autres répondre, parce qu'il y a d'autres questions de l'auditoire. Il y a encore des questions parce que là, en fait, il y en avait deux. Non, on n'a pas le temps. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc en fait, c'est... Non, mais je parlais parce qu'on a pris 2 autres questions, c'est pour ça que je ne sais pas si tu voulais répondre ou quoi. Ok. Merci à tout le monde en tout cas de la tâche. Merci.